Donc alors aujourd'hui, séance exceptionnelle de 3 intervenants, c'est assez rare en fait, c'est la première fois même me semble-t-il. Donc une théorie conjointe, un travail théorique conjoint, Moreno, André et Alexandre Popov qu'on est heureux d'accueillir, parce que je crois que c'est la première fois que vous venez peut-être. Exactement. Et bon, vous avez la parole. Bien, alors séance atypique effectivement à 3 voix, hein, parce que c'est le fruit d'une rencontre, d'abord d'une collaboration qu'on a avec André depuis plusieurs années, hein, dans le cadre du séminaire Mamux et séminaire Mamifi. Une rencontre plus récente, donc il y a 2 ans environ, un an et demi, avec un an, voilà, avec Alexandre Popov, qui est physicien, mathématicien et théoricien de la musique et qui est arrivé en fait dans notre communauté maths-musique en apportant, je dirais vraiment un nouveau souffle. Hein, et je suis très content parce qu'en fait, en même temps, il a touché un certain nombre de problématiques sur lesquelles on travaillait, sur lesquelles on a des préoccupations. Donc voilà, c'était l'occasion pour nous d'envisager un travail de collaboration à 3. Hein. Donc tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est inédit, donc ça n'a pas été publié. Pas encore. Donc on a soumis un article dans le cadre de la prochaine conférence de notre Society, Mathematics, Competition and Music, donc pour Londres, Queen Mary, juin prochain. On est en attente d'en savoir plus pour le retour des reviewers. Et en fait, cette communication reprend une partie de ce travail, mais elle va beaucoup plus loin. Donc on a un projet, en fait, on est en train d'écrire un long article qui va donc résumer un petit peu tout ça. Donc on va vous parler d'analyse musicale transformationnelle et théorie des catégories. Donc c'est une recherche en cours, donc c'est un compte rendu. Alors d'abord vous aurez besoin de quelques éléments d'analyse transformationnelle. Alors pour le public magnifique, aficionados, ce sont des choses un peu connues autour des Generalized Interval System, le David Lewin, les K-Nets, Klampenhauer Networks. Ça c'est déjà un peu plus exotérique, donc ça vaut la peine de reprendre quelques éléments, les concepts d'isographie, et vous verrez en fait les difficultés auxquelles on se heurte quand on manipule ce type d'objets qui relèvent donc de ce qu'on appelle l'analyse transformationnelle. Je dirais un mot au tout début. Donc, première difficulté qu'ils font en fait en sorte qu'il faut aller dans un cadre véritablement catégoriel pour poser donc des généralisations d'abord de cette structure des Gs avec la notion d'action de catégorie, des fluctuations discrètes. Alors c'est là où c'est très intéressant parce qu'en fait nous on travaillait depuis pas mal d'années dans des problématiques musicales et on rejoint en fait des résultats que André Resman avec Charles Resman ont en fait déjà mis en évidence dans les années 50-60. Donc en fait c'est une sorte de réappropriation d'un certain nombre de résultats et ce qui est intéressant c'est qu'on les revoit dans une lumière différente qui est un peu éclairée par des problématiques musicales. Donc ça c'est vraiment la dynamique maths musicale auquel on est très attaché. On parlera un petit peu d'une généralisation qui a été proposée par notre doctorant John Mandero pour les groupoïdes d'intervalles généralisés au lieu d'un groupe d'intervalles généralisés et catégorie des diagrammes. Ensuite, on va voir comment les K-Nets, donc vous aurez quelques éléments au tout début, en fait vont être généralisés avec les PK-Nets, avec des exemples, et la catégorie des PK-Nets, c'est les exemples des morphismes des PK-Nets. Donc PK-Nets, c'est Popov Klampenhauer Networks. Bravo. André, je laisserai le plaisir à André d'introduire vraiment cette notion. Donc il y a des extensions des Kahn dans PKNet avec des transformations naturelles. En fait, il y a des tas d'objets qui vraiment sont chers à Mamifi, donc c'est pour ça que je pense que c'est important de vous montrer et d'avoir votre retour. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est vraiment demandeur des réactions de la part des mathématiciens de la salle, de la part des compositeurs, musicologues, théoriciens de la musique pour une évaluation en fait de ces types d'outils parce qu'on est loin de pouvoir les évaluer à ces jours. Et vous verrez à la fin il y a des implications philosophiques. On essaie d'aller voilà. Et donc Andrea, donc on parlera des topoi, d'une extension de l'isographie dans le cas donc, des PKNet, c'est les PK homographie avec le principe de construction, avec vous verrez
c'est finalement à la fois théorique et computationnel. On n'a pas envisagé encore une implémentation dans un langage de programmation, mais on va le faire parce que ça se prête bien à être intégré dans un langage de programmation pour la composition et l'analyse assistée par ordinateur. Je pense à Open Music, par hasard. Et voilà, conclusion et perspective, ça sera surtout sous cette portée philosophique, les implications philosophiques, et est-ce qu'on peut aller plus loin dans la généralisation, est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin, parce que c'est déjà quand même assez général comme contexte. Donc, avec son groupe à Zurich et avec Thomas Noll dans le cadre des Mammouth Mathematische Musiktheorie à Berlin. Donc, la théorie transformationnelle en réalité a deux visages, européenne, dans lesquels on manipule véritablement des catégories, des préfaisceaux, etc. Je vous renvoie à Topos of Music de Guerrino Mazzola, et une démarche plus, donc une orientation plus américaine, dans laquelle les catégories sont venues bien après, en fait récemment, hein, et Alexandre est, je pense, vraiment l'un des premiers qui a mis les doigts sur vraiment une on a ce sont deux axiomes qui servent pour définir un système d'intervalle généralisé. Un premier axiome qui nous dit que quand on a des éléments S, T et U, et on a des fonctions d'intervalle, c'est vraiment comme les distances entre les objets, entre les notes par exemple, ou les accords, en fait on peut les composer. Donc on a cette propriété que la composition de S, T, U est l'intervalle entre S et U. Et une deuxième propriété, c'est qu'étant donné un objet S et un intervalle du groupe, il y a un objet et un seul qui, à distance, égale I par rapport à cet objet. Et alors ça, c'est ainsi qu'on définit la transposition. La transposition par rapport à l'intervalle I, en fait, c'est les seuls objets qui existent dans cet espace, tel que, étant donné l'objet de départ et la distance I, en fait, la distance entre S et TI de S est égale à I. Ça, c'est une définition bourbakiste, si vous voulez. Qu'est-ce qu'une transposition en musique, mais qui va très loin, parce qu'en fait, vous voyez, ici, on ne parle pas des tempéraments égaux, on parle pas. Enfin, on a un espace, on a un groupe et on a une fonction intervallique. Ça s'applique donc, et on verra, dans les rythmes, dans les hauteurs, ça peut s'appliquer dans les timbres. Il y a des essais d'aller vers un jazz timbrique ou timbral, je ne sais pas comment on dit. Bon, en tout cas, toujours est-il que ça, c'est quelque chose que les mathématiciens connaissent, parce que c'est en fait une autre forme d'écrire une action simplement transitive. Une action d'un groupe sur un ensemble est simplement transitive, justement quand il y a cette unicité d'un élément qui est à distance égale à I par rapport à un élément de départ. Alors il faut travailler juste un petit peu pour voir que c'est effectivement, il y a un isomorphisme entre ça et une action simplement transitive. On prend les groupes de transposition et l'isomorphisme se crée de cette façon-là. Dans la toute GIS, on peut associer cette action et on voit qu'en fait elle est effectivement simplement transitive. Alors des objets en mathématiques qui relèvent de cet univers, c'est ce qu'on appelle les G-torseurs, à gauche, parce que là on a défini une action à gauche, mais dans les GIS on peut la définir à gauche ou à droite, ça peut être très différent. Si le groupe n'est pas commutatif, les actions à gauche et à droite ne sont pas les mêmes. Et un ensemble principal homogène aussi dans la terminologie de Bourbaki. Voilà. Donc, voilà un exemple, les tonnets. Les tonnets, c'est quoi? C'est une idée qui vient de l'air. On prend, au lieu de prendre les cercles,
avec des accords majeurs et mineurs et des opérateurs, des symétries qui permettent de passer d'un accord majeur à un accord mineur. En fait, il y a trois façons fondamentalement de passer d'un accord majeur à un accord mineur. Les voilà ici dans les cercles. Quand on passe de Do majeur à La mineur, on fait ce qu'on appelle les relatifs, la relative tonalité relative de la tonalité des Do majeurs. Je vous passe l'exemple. Donc voilà, en gros, Do mi sol, Do mi la, Do mi reste inchangé et les sol passent au la par symétrie. Okay? Donc axe de symétrie, ça correspond donc à une soustraction dans les groupes cycliques et à une symétrie axiale. Donc c'est un opérateur, c'est l'un de ces trois opérateurs qui permet de passer d'un accord majeur à un accord mineur. Voilà les deuxièmes, Do majeur à Do mineur, ça c'est ce qu'on appelle les parallèles, P. Et les troisièmes, ici, c'est les leading tones, L, Do majeur, Mi mineur. Hein. Dans les trois cas, on a deux notes qui ne changent pas et une note qui passe de l'autre côté. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait là tout de suite, quand on manipule ces groupes qu'on appelle les groupes néo-riemanniens, les groupes engendrés par les deux de ces trois opérateurs, LR, avec vous voyez ici l'écriture, l'écriture d'un groupe par générateur et relation, mais en fait vous voyez que c'est la même écriture qu'on emploie pour les transpositions et les inversions, c'est-à-dire pour les groupes diédrales. C'est exactement le même. Pourtant, ils ne sont pas les mêmes, parce que l'un est engendré par des transpositions et des inversions, l'autre est engendré par ces opérateurs néo-riemanniens, L, R, on peut prendre comme générateur, LP ou PR. En tout cas, l'un, ça c'est un résultat profond des dualités, l'un est le centralisateur de l'autre dans les groupes symétriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tout diagramme dans lequel je prends des éléments du groupe diédral, c'est-à-dire des transpositions ou des inversions, et des éléments du groupe néo-riemannien, commute. Vous voyez, ici j'ai une transposition, je lui applique L à partir d'un accord quelconque, ou je peux appliquer L et après une transposition, et j'ai le même résultat. Donc ça, déjà, ça nous dit quelque chose. Voilà, il y a des diagrammes commutatifs, et là, ce sont des exemples, donc, de groupes diédrales qui opèrent sur les triades majeurs et mineurs, groupe néo-riemanniens, c'est des exemples des GIS, des systèmes généralisés d'intervalles. Au lieu de prendre des accords majeurs et mineurs, on peut prendre des petits pentacores, ici, 5 notes, et regarder les inversions qui maintiennent 4 notes sur 5. Et donc, en fait, vous voyez, c'est J, ici, c'est une inversion qui permet de garder ces 4 notes et transformer une note par passage, ici, vous voyez, ici en bas, passage de l'autre côté. Donc ça, ce qu'on appelle une inversion contextuelle, comme PLR, en fait, ce sont des inversions. Qu'est-ce que ça veut dire contextuelle? Ça veut dire qu'elle est définie, pas de façon unique, mais selon les types de contexte. Donc, vous voyez, en fait, on utilise le même symbole, J, pour des inversions qui sont formellement différentes, si on les voit en termes des classes des résidus, mais en fait, contextuellement, ça veut dire que chaque fois qu'on a un pentacorde de ce type-là, on a 4 notes qui ne changent pas, les 4 notes du tétracorde chromatique et l'autre qui passe de l'autre côté. Pareil, ici, si on regarde tous les groupes de transformation engendrés par les transpositions, c'est-à-dire les rotations et les compositions de transposition avec ces inversions contextuelles, eh bien, on a un GIS, on a un groupe qui opère de façon simplement transitive sous l'espace des pentacordes. Donc c'est un GIS et pareil, tout diagramme commute. Ce qui est très profond parce que vous savez que quand on a des transpositions et des inversions, en fait on a un groupe non commutatif, donc il n'y a aucune raison pour laquelle un diagramme puisse commuter. Eh bien là ça commute parce que justement on est dans le cas d'un GIS, d'un système généralisé d'intervalles. Donc là, peut-être pareil, c'est pas la peine de vous faire écouter parce que, voilà, en plus vous allez rien entendre, mais imaginez, voilà, imaginez ici un accord, 5 notes, avec tétracorde chromatique qui ne change pas, modulo l'octave, et une note qui passe de l'autre côté. Alors, ça, en fait, je l'ai présenté plusieurs fois dans le cadre de Mamufi, je vous renvoie aussi à la séance avec Jean Petitot. En fait, ces pentacordes viennent d'une analyse de David Mune du Klavierstück numéro 3 de Stockhausen, qui, donc, avec une idée qui est la suivante, c'est construire un atlas, avoir segmenter la partition avec des cartes, un peu comme on construit un atlas en géométrie riemannienne. Là, on fait pareil, on construit des cartes avec des implications. Et alors là, il y a deux concepts qui vont revenir dans la présentation. D'abord, ce qu'on appelle une approche paradigmatique. C'est l'utilisation des groupes pour, en fait, avoir des classes d'équivalence d'accords. Ici, on a les groupes diédrales.
les groupes diadrales, c'est les groupes engendrés par des rotations et des inversions, c'est-à-dire des transpositions et symétrie axiale et des inversions. Et donc on peut effectivement mettre en évidence qu'un pentacorde avec toutes ces rotations et ces inversions recouvre complètement la pièce. On peut avoir donc une première vision de la pièce comme en fait un recouvrement, vous voyez, linéaire, et donc un déroulement, si vous voulez, temporel, chronologique d'un pentacorde avec toutes ces transformations. Donc ça c'est un modèle à la fois d'analyse musicale mais aussi computationnel. On l'a testé, on a eu une thèse qui a montré qu'en fait ce type d'analyse, effectivement, c'est la plus pertinente d'un point de vue du type de formes en fait, qu'on peut choisir et des transformations qu'on peut choisir pour recouvrir complètement la pièce. Et le pentacorde a en fait, un sens musical. C'est Jonathan Harvey qui avait déjà montré que la pièce est basée sur cette pentacorde, mais il n'avait pas réussi à mettre en évidence qu'effectivement, toutes les notes qu'on trouve font partie en fait, des transformations d'un même pentacorde. Alors ça, c'est la vision linéaire. Ça, c'est ce qu'on appelle une progression transformationnelle. Mais alors c'est là où on va vers la théorie des catégories, parce qu'on peut prendre des pentacordes, et pentacorde devient des points dans un espace. Et si on prend toutes ces formes de pentacordes qu'on trouve dans la pièce, et on les spatialise, on les met dans l'espace, et on regarde les types de transformations qu'il y a entre pentacordes, mais en fait on retrouve notre J, qui est l'inversion contextuelle, on trouve des transpositions, on trouve des diagrammes commutatifs, on trouve en fait des portions de cet espace qui ont les mêmes flèches, et dont les objets sont différents. Donc là, voilà, un exemple en fait, et c'est comme ça que je vais vous introduire un concept des samples, des bases, qui est le concept d'isographie forte. Là, on a un réseau, donc on a des points avec des flèches. Ça, c'est un exemple des K-nets, Krampenhauer networks, et le fait d'avoir les mêmes configurations des flèches, ici, ça veut dire que ces deux portions, ces deux diagrammes sont isographiques, sont fortement isographiques, c'est une isographie forte. C'est l'un des cas qu'on peut avoir dans un réseau de Krampenhauer. Première définition, isographie forte. C'est quoi une isographie forte? Quand vous avez un réseau, vous avez des objets et des flèches, une isographie forte qu'on a dit un petit peu comme ça, un crochet T0, c'est en fait une transformation qui laisse invarier toutes les transpositions et toutes les inversions. Okay, vous voyez? Donc les objets sont différents, mais les flèches sont les mêmes. Alors ça, c'est un cas particulier. Alors là, on rentre vraiment dans la théorie des Krampenhauer networks. C'est quoi la théorie des Krampenhauer networks? Les K-réseaux, en fait, c'est l'idée que les objets existent dans les transformations internes de ces points. Donc quand on prend des accords, ici on a une test de Liszt, quand on prend des accords, on ne s'intéresse pas à la classe d'équivalence de ces accords. On ne s'intéresse pas au fait que, voilà, il appartient, c'est un accord majeur, mineur, augmenté, diminué. En fait, on spatialise les notes et on cherche les relations des transpositions et d'inversions, des symétries entre les différentes notes. Okay? Donc ça, c'est vraiment les concepts de base. Donc, quand on fait ça, en fait, on peut tomber sur ce type de diagramme, dans lequel donc un accord devient une configuration spatiale avec des transpositions, des inversions. Alors ça, c'est la main gauche de ces petits extraits. Voilà, là, on a une autre segmentation, là, on a une autre segmentation. Donc, déjà, en regardant ça, vous voyez, en fait, il y a des objets, des flèches. On a des isographies fortes, quand il y a la même configuration des flèches. On a des isographies, on appelle positives, ici. Et pourquoi positive? Voilà, parce que justement, ça respecte une définition que je vous donne tout de suite. Voilà, l'idée, c'est quoi maintenant? C'est, vous voyez, on part d'une partition, on a des réseaux. Ces réseaux peuvent être à leur tour des points dans un réseau plus grand, dans lequel donc ces opérateurs, en fait, vous voyez, se composent. Et donc on peut avoir des diagrammes commutatifs dans lesquels les points ce sont des diagrammes. Et là, on voit bien que la théorie des catégories est l'outil pour généraliser ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'une isographie positive? Mais en fait, à la différence des T0 qui est juste l'isographie forte, qui ne change rien, l'isographie positive qu'on indexe comme ça, qu'on indique avec TK, en fait, elle fonctionne comme une identité sous les transpositions. Chaque fois que vous avez ici des diagrammes avec les transpositions, vous voyez, en fait, les transpositions ne changent pas. T5 et T5, T4 et T4. Par contre, toutes les inversions sont changées d'une certaine constante. I10 devient I15. Donc j'ai ajouté 7, modulo 12. I7 devient I2. 7 plus 7, ça fait 2. Ça fait 14. Donc 2 modulo 12. Donc en fait, pareil, ici, on est parti d'un choral de Schoenberg. C'est une analyse
encore une fois, de David Ewing, pour mettre en évidence voilà, ces 4 accords qu'on trouve dans cette partie. En fait, ce sont des diagrammes qui ont donc des propriétés d'isographie fortes, dans tous ces cas. Ça fait un grand diagramme qui devient un pont dans cet espace, avec donc des principes de récursivité. Alors, juste pour compléter les contextes, il y a des isographies positives, il y a des isographies négatives. Tout dépend de comment les transformations sont transformées. Si chaque transposition est inversée, et chaque inversion est inversée plus ajoute d'une constante, on parlera d'isographie négative. Il y a isographie des cartes, quand il y a des multiplications au niveau des facteurs de transposition, ou par 5, et isographie des quintes, quand il y a des multiplications par 5. Et c'est les seules possibilités pour avoir des isomorphismes entre K-réseaux, parce qu'on travaille sur les groupes Z12, et donc là c'est vraiment un travail sur les automorphismes des groupes Z12. Donc ça c'est bien connu. La terminologie, en fait, les analyses utilisent surtout les isographies positives et négatives, mais pour vraiment cohérence, pour complétude, si on veut, il faut vraiment introduire ces deux-là. Alors, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, l'approche paradigmatique, c'est cette vision un peu de l'analyse musicale dans laquelle on a un catalogue et on cherche à faire rentrer chaque accord dans un catalogue donné. Alors ça, en fait, c'est une sorte d'extension de cette approche. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que quand on a un diagramme de ce type-là, et on transforme les nœuds du diagramme, je les note, donc en fait on a une transformation aussi des flèches, qui est donnée par l'opérateur de conjugaison, de cette forme-là. Si f est l'identité, ça veut dire qu'on n'a pas touché les sommets, on retrouve ici, comme transformation des réseaux, une isographie forte. Si f est une transposition, on retrouve une isographie positive. Si une inversion, on y trouve une isographie négative. Si une multiplication d'affine, on y trouve cette isographie des cartes de Kent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte de compatibilité entre ces mécanismes au niveau des graphes et les actions des groupes traditionnels. Deux accords sont équivalents modulo une transposition une inversion, modulo une application affine. Donc ça permet, c'est un cadre qui, déjà, ça s'applique bien dans ces contextes, mais avec la différence qu'on peut bien avoir deux accords qui n'ont rien à voir l'un par rapport à l'autre. Vous voyez, là, il n'y a pas de transposition entre les deux. Il n'y a pas d'inversion. Ce sont deux accords différents. Mais quand on les regarde en termes d'isographie, ce sont isomorphes. Ce sont des graphes isomorphes. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, vous voyez, c'est une isographie positive. Les notes que j'ai mis ici, les transpositions ne changent pas, T8 et T8, et les inversions, I2 devient I3, I11 devient I12. J'ajoutais un. Donc, isographie positive. La grosse difficulté, et c'est là où maintenant je passe la main à d'abord à André qui va introduire un petit peu quelques outils de théorie des catégories. On se retrouve avec des problèmes théoriques qui posent en quelque sorte en fait, des doutes, qui soulèvent des doutes sur vraiment les côtés mathématiques de cette approche Keynes. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qui se passe ici. Là, on a deux accords dont on veut étudier les comportements en termes de graphes, en termes de relations internes. Donc, en fait, ce sont ces deux accords-là. Dans cette configuration, vous voyez, en fait, il y a une isographie positive. Donc, ce sont des graphes isomorphes. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les transpositions ne changent pas. Et ici, les deux nous disent que 1 est transformé dans 1 plus 2, ça fait 3. 7 dans 7 plus 2, ça fait 9. Donc, c'est bien un isomorphisme des graphes. Pourtant, les mêmes objets, si on les interprète uniquement en termes de transposition, on peut les faire. On n'a pas besoin d'avoir nécessairement des inversions entre les notes. On peut avoir un diagramme dans lequel on n'a que des transpositions. Vous voyez, en fait, là, il n'y a aucune relation entre ces deux objets, qui sont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne respecte pas aucune définition de l'isographie qu'on a vue tout à l'heure. Les transpositions sont changées ici. Donc on ne sait plus quoi faire. Voilà la difficulté théorique. On a des objets qui peuvent être interprétés de façon différente selon les choix des transformations que vous voyez. Et dans un cas, on a des réseaux isographiques. Dans notre cas, on n'a rien. Donc voilà la difficulté qui est faite, nous pousse à introduire un contexte et à des outils dans lesquels des objets peuvent être interprétés de façon unique, en termes donc d'une isographie un peu différente, d'une idée d'isographie différente. Et c'est là où on a besoin de théorie des catégories, et c'est là où on a besoin en fait du concept d'action des catégories. Et c'est là où André
va prendre la parole. Oui. Alors là, maintenant, ça va être purement mathématique pendant un petit moment, et puis Alexandre reviendra pour parler d'autre chose. Enfin, pour donner des exemples musicaux. Bon, enfin, moi, je ne parlerai pas du tout de musique. Donc, on a vu que dans la théorie des vis, à la base, on a quand même un groupe qui opère, donc ici un groupe C, qui opère sur un ensemble. Donc on a ça déjà à la base. Et fait avec plus de conditions, puisqu'en principe, l'opération est simplement transitive. Bon, mais alors maintenant, on peut se dire, ben, pourquoi? Donc un groupe qui opère sur un ensemble, on peut aussi le voir comme un foncteur du groupe vers les ensembles, et tel que à E, on associe l'ensemble, et à un G, on associe donc le S de G, c'est l'opération qui a S associe XS. Bon, mais maintenant, ça, on peut aussi bien le faire en partant de pour C d'une catégorie quelconque et d'un foncteur de C dans les ensembles. Bon, alors, en fait, ici, l'action d'un groupe, on va pouvoir la généraliser à l'action de catégorie. Alors, en fait, cette notion d'action d'une catégorie avait été introduite dans le cadre initialement des groupoïdes. Lorsque c'est un groupoïde, l'action d'un groupoïde, c'est Charles Eastman qui l'avait introduit dans les années 50, au début, dans les années 51, dans des notes au compte-rendu, entre 50 et 53, il y a toute une série de notes au compte-rendu en vue d'étudier la géométrie différentielle et de donner des fondements à la géométrie différentielle. Et donc, en particulier, il avait besoin de ça. Il avait également utilisé cette notion d'une action de catégorie pour arriver à donner une définition plus formelle, disons, des espèces de structures au sens de Bourbaki. Donc, qu'est-ce que c'est une action de catégorie? Alors, il le définit en fait d'abord l'action. Ici, je pars d'abord du foncteur. De toute façon, il montre qu'il y a équivalence entre les deux. Donc, on parle d'un foncteur de C dans les ensembles et qui a la propriété que les S de E soient non vides. Parce que s'ils sont vides, on peut faire les mêmes constructions, mais on n'aura pas l'action de toute la catégorie, mais d'une sous-catégorie. Donc, comme attends, ici, c'est plus simplement un groupe, c'est une catégorie non, en général. C'est une catégorie. Là, c'est une catégorie quelconque. Même qu'à gauche. C'est ça. Ici, c'est une catégorie quelconque, un foncteur, tel que les S de E. Alors, les S de E, on va les appeler les fibres. On va considérer l'ensemble réunion disjointe des différentes fibres. J'appelle ça sigma S. Donc, au foncteur, j'associe cet ensemble. Et à ce moment-là, de cet ensemble sigma S, donc c'est la somme des différentes fibres. Si S de E était égal à S de E', on le compte deux fois. Et on a une projection de sigma S, pi, vers C, qui est associé, enfin, qui est associé à petit s, l'unique petit t, donc tel que S soit dans S2. C'est pour ça qu'on a séparé les fibres pour pouvoir le dire sous cette forme-là. Et alors à ce moment-là, on a une action, ce qu'on appelle l'action de C sur sigma S, c'est la donnée donc d'une action partielle. Ici évidemment, il n'y a pas de problème, il n'y a qu'une seule fibre, donc c'est facile. Ici, il y a plusieurs fibres, donc l'action ne peut être que partielle. Donc l'action sera définie sur l'ensemble des couples petit s, enfin x petit s, tel que le petit s soit dans l'image par grand S de E, de la source de x. Et le résultat, ce sera le grand S de x de petit s, qu'on va appeler petit xs, pour prendre la même notation qu'on a ici. Vérifier exactement les mêmes conditions dans l'action pour un groupe, à savoir que, simplement le fait qu'elle est partielle, qu'elle vérifie yxs, c'est-à-dire si on prend ici, on part de s, on lui associe par xs s', ensuite par y, on associe quelque chose, et bien on a la même chose que si on va directement de s, et on fait opérer yx, le composé, sur s. Et on demande que si on part de s avec pi de e, eh bien on est exactement le s. Voilà. Et donc Charles a aussi appelé ça une espèce de structure sur C.
Il donne en particulier en cadre de la géométrie différentielle, tout ça, c'est mis dans le cadre différentiel, c'est-à-dire le sigma S c'est différenciable, la catégorie C est différenciable, etc. Et il l'utilise en particulier dans la théorie des espaces fibrés, où il démontre que les espaces fibrés associés à un espace fibré principal, eh bien, ça revient exactement aux espèces de structures au-dessus. Donc c'est curieux de voir que les mêmes notions interviennent en géométrie différentielle et en musique. Enfin, ça, c'est les mêmes outils sous-jacents. Alors maintenant, on a une deuxième, donc nous avons dit, nous avons un foncteur vers les ensembles, d'une part. D'autre part, nous avons l'action de la catégorie. Et nous avons une troisième possibilité de regarder. Donc je pars toujours de mon foncteur S de C dans les ensembles. Et je construis une catégorie dont les flèches sont les couples XS, où S est dans grand S de E, et avec une composition XS composée avec YS' est définie, si et seulement si, eh bien, justement, le S' est le transformé de ES par X, et le composé étant YXS. Donc on a de cette façon une catégorie. Alors Charles initialement appelait ça une catégorie la catégorie des hypermorphismes associés au foncteur. En fait, on voit que une telle catégorie a une propriété particulière qui est le fait que si on a un S ici et un X ici, tel que le E soit dans le S soit dans le grand S de V, eh bien à ce moment-là, il existe une et une seule, étant donné le X en bas et le S en haut, il existe une et une seule flèche, ici c'est XS, mais plus généralement ça pourrait être une flèche H, telle que le P de H soit égal à X. Donc cette condition, eh bien, c'est ce qu'on appelle une fibration discrète aujourd'hui, donc je vais plutôt utiliser la notion de fibration discrète, et je dirais que donc, cette catégorie que j'avais construite, c'est la fibration discrète associée au foncteur S. Donc une fibration discrète si on a cette propriété. Et à ce moment-là, à un tel P, donc à une fibration discrète, on peut toujours associer le foncteur à C de C dans les sets, qui à E va associer le P-1 de E, et qui à X va associer l'application qui à petit s associe le but de l'unique flèche qui se projette sur le X. Encore une remarque sur les foncteurs vers les ensembles. Eh bien, un foncteur de C vers les 7 admet l'ensemble des sections de PS, donc j'appelle PS le foncteur d'hypermorphisme associé à S, donc la fibration discrète ici. Eh bien, donc, cet ensemble des sections de PS, donc des foncteurs de C vers la catégorie en haut qui composés avec PS redonnent l'identité, eh bien, cet ensemble de sections est à la limite projective de S. Ça va être intéressant parce que, c'est là on va faire le lien avec la notion de Madula et Andreatta. Donc, c'est très facile évidemment, puisqu'à une section R, on considère l'ensemble de la famille des R de E, et on voit que c'est exactement l'élément, cette famille, c'est exactement la construction canonique de la limite projective d'un foncteur vers les ensembles, puisqu'on prend l'ensemble des éléments qui sont bien joints par les différents. Alors remarquons que ce foncteur est tel que S de E pour un certain né est vide. Avant, j'avais essentiellement parlé de foncteurs non vides. Cette proposition reste vraie, mais à ce moment-là, la limite projective est évidemment nulle, et vide, et le vide. Alors maintenant, donc, on a encore, à partir toujours de cette catégorie d'hypermorphisme, on peut caractériser, donc dans les GIS, on considérait des foncteurs des groupes qui opéraient simplement transitivement. Bon, alors, maintenant, un groupe qui opère simplement transitivement, eh bien, on peut le voir comme un foncteur représentable. Alors, justement, si on se donne un foncteur S, est-ce qu'on peut retrouver uniquement à partir de la fibration discrète associée si ce foncteur est représentable ou non? Eh bien, oui, on peut le voir.
le foncteur est représentable si et seulement si la catégorie phi de S associée à un objet initial. Donc là, c'est une façon de voir la représentabilité uniquement sur la fibration associée. Et si C est un groupoïde transitif, alors dire que le foncteur est représentable, c'est la même chose que dire qu'il y a un élément initial ici. C'est la même chose que de dire que C opère simplement transitivement, oui, j'aurais dû rajouter, simplement transitivement sur sigma S. Alors, c'est exactement la notion de generalized interval de système de Lewin est équivalente à celle, donc comme l'a dit Moreno, d'un groupe qui opère simplement transitivement sur un ensemble, donc à celle de foncteurs représentables d'un groupe C, Verset. Et John Landreau avait commencé à essayer de généraliser ça au cadre des groupoïdes, et en montrant que si on part d'un groupoïde transitif, C, qui opère simplement transitivement, on lui associe donc un foncteur représentable et on peut aussi lui associer une fonction de l'intervalle. Et il avait commencé à donner des généralisations dans le cadre donc, des groupoïdes, des résultats qu'on en avait de Lewin dans le cas des groupes. Malheureusement, il a commencé sa thèse, elle était presque terminée et il a arrêté. Donc, ça n'a pas été publié, c'est un peu dommage. Alors maintenant, nous avons dit qu'à un foncteur, donc à un foncteur de C dans les ensembles, nous avons associé un foncteur, une fibration discrète, donc un foncteur qui est une fibration discrète. Bon, maintenant on peut se poser la question, qu'est-ce que vont être les bons morphismes qu'on peut avoir dans ce cas-là? Donc, si on considère deux fibrations discrètes, la catégorie des fibrations discrètes, ça va être la catégorie dont on aura formé, donc les objets vont être des fibrations discrètes, et de P vers P', un morphisme sera donné deux foncteurs, grand F ici et grand Phi là, tel que l'on a un carré commutatif de foncteurs. Maintenant, cette catégorie, eh bien, on peut voir que l'application qui a P associe S de P, donc le foncteur Verset associé à la fibration discrète, s'étend en un foncteur de cette catégorie vers la catégorie des diagrammes à valeur d'Ansatz. C'est-à-dire, on peut associer à P, on associe le foncteur SP, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il est associé normalement, et puis on associe à F le foncteur F, et puis ici on a une transformation naturelle. Ben, comment est-elle faite? Si je pars de grand Phi, donc c'est un foncteur, c'est ce côté-là qui est ici, ce côté-là qui est ici, le F, donc on a le foncteur Phi, et bien on associe à ce carré, on associe le F Phi qui va donc de F, où le petit Phi aura le petit Phi de E, c'est donc une application de SP de E, donc ici de la fibre au-dessus de E, dans la fibre au-dessus de F de E, qui est la restriction de grand Phi, puisque grand Phi est un foncteur, il applique un élément S sur un élément. Donc, on a bien ça. Et alors, cette catégorie des diagrammes est très intéressante. En fait, c'est la même chose. Initialement, la catégorie des diagrammes a été appelée catégorie des diagrammes plus tard, mais en fait, c'est Charles qui avait introduit la notion qui n'appelait pas catégorie de diagramme, mais il le voyait sous la forme d'espèces de structures. Donc nous avons dit, on peut, l'action d'une catégorie, là, un foncteur de S vers C, on peut le voir comme une espèce de structure. Et il appelait ça, les morphismes entre espèces de structures, il les appelait des applications covariantes. Et la catégorie des diagrammes dans Hans est très exactement la même chose que la catégorie qu'il appelait la catégorie des applications covariantes. Parce que pour Charles, il mettait toujours le nom de la catégorie par le nom de ses morphismes et non par le nom de ses foncteurs, enfin de ses objets. Ce qui posait quelquefois des problèmes. Mais enfin bon, en tout cas voilà. Donc, et alors cette catégorie d'applications covariantes, ce qui est intéressant, c'est que justement, pourquoi il avait défini ça? Donc, bien avant de le faire avec des catégories, mais déjà avec des groupoïdes, puisque lui, il est venu aux catégories à partir des groupoïdes.
Donc, il l'avait fait dans le cadre des groupoïdes parce qu'il voulait arriver à trouver une définition qui soit vraiment nette de la notion d'invariant et de covariant qui sont utilisés sans cesse en géométrie différentielle ou des tenseurs covariants, etc. Et ça, c'est justement ces applications covariantes qui correspondent donc à cette donnée-là, il avait utilisé. Alors maintenant, la catégorie des diagrammes d'une façon générale est définie pour toute catégorie de cas. Elle est définie par les foncteurs, les objets sont les foncteurs d'une petite catégorie vers K, et les morphismes sont des couples d'un foncteur ici, donc de delta vers C, et d'une transformation naturelle qui va ici de R vers le composé Fs. Et on a la composition, donc la composition ici est donnée donc par cette formule, on prend le composé des facteurs en bas, et ici on compose cette transformation naturelle donc qui va vers Fs avec le F phi prime, donc phi prime F, donc donné par cette formule. Et cette catégorie des diagrammes est en fait la catégorie des morphismes d'une deux catégories, où on peut prendre ici une transformation naturelle entre F et F', et donc ça va donner, tel que la composé C avec le SC, le SC plutôt avec le phi, redonne le phi. Donc ça c'est deux catégories, il y a deux catégories de diagrammes, et Guitta avec son élève Van den Briel en 1977 a démontré beaucoup de résultats sur ces catégories. Il a fait deux longs articles dans les cahiers de topologie sur ces catégories de diagrammes, et en particulier il démontre que ces deux catégories est l'axe co-complétion de K. Alors maintenant nous en arrivons au canettes. Donc, là, j'ai donné les outils catégories qui correspondaient au GIS, disons, généralisés à des catégories. Maintenant, on veut essayer de généraliser dans ce cadre-là la notion de canette. Donc, nous avons dit canette au sens de Lewin, on peut simplement, si on le prend sous la forme de groupe opérant sur un ensemble M, donc si on se donne un diagramme, alors un graphe. Un graphe. Ici, je vais prendre des catégories. De toute façon, quand j'ai un graphe, si j'ai un homomorphisme du graphe dans une catégorie, je peux toujours l'étendre en prenant la catégorie des chemins du graphe. Et le foncteur s'étend. Donc, on va directement y supposer que le delta soit une catégorie, pour toujours être dans des catégories. Mais ça ne restreint rien. Donc, qu'est-ce que c'est un canette? On peut le définir tout simplement comme la donnée, d'une part, d'un groupe opérant donc d'un groupe opérant sur l'ensemble, mais ici je le fais directement une catégorie opérant sur l'ensemble, et d'une fonction des objets de delta dans les ensembles, petit r, qui vérifie la condition que si on a un f ici, le f de j, le r de i et l'image de r de i par le f de j. Et donc, de cette façon-là, on a donc une définition, mais alors, ensuite, donc maintenant on peut faire exactement la même définition si c'est une catégorie. Hein. Je garde simplement, j'ai un foncteur S de C vers les ensembles, et j'ai un foncteur F de delta dans C, et je me donne une application R qui a cette propriété, mais cette propriété, ça revient à dire exactement que c'est une section du foncteur composé SF. Donc, on en arrive à la généralisation qui a été donnée par Mazzola et Andreatta en 2006, c'est de définir un canet associé à un foncteur S et à un tel foncteur F, donc un diagramme, un certain diagramme F dans C, par le fait que c'est un élément de la limite projective du foncteur composé S rond F. Donc cette généralisation, alors il faut faire attention qu'il y avait un problème si le S prend des valeurs, enfin il ne faut pas avoir de valeurs nulles, ce serait un peu embêtant, enfin bon c'est pas grave. Et alors, eh bien justement c'est là qu'intervient Alexandre, il a eu l'idée bien que au fond, pourquoi a-t-on quelque chose dissymétrique ici? Ici on prend juste une application, pourquoi ne pas faire quelque chose de plus général? Et donc il a proposé une notion plus globale.
C'est-à-dire, au lieu de se donner ici une application de delta, donc des objets de delta, là, qui vérifient une certaine condition, donc une section de ceci, il a proposé de remplacer également ce côté-là par un foncteur de delta dans les sets et une transformation naturelle phi, c'est-à-dire ce que nous avons vu tout à l'heure, un élément, un morphisme de la catégorie des diagrammes dans sets. Et donc il appelle PKNet, donc Popov-Krupenauer-Net, un morphisme f phi de R dans S, dans la catégorie diagramme. On appelle R la forme du PKNet, F je l'appellerai la base et le S le support. Donc c'est plus général. Alors on va voir en quoi c'est plus général. Eh bien, si on essaye de regarder le lien entre les PKNet et les canet. Nous avons ici le schéma correspondant à un canet. On a le F, on a ici la section R de F rond S. Maintenant, dans le PKNet, on a ici, à delta, on verse aussi un foncteur, donc on a effectivement ici les fibres au-dessus de I et de J, etc. On se donne le foncteur F, ça c'est... le bas ne change pas, la base ne change pas. Mais par contre, ici on a F, et on se donne, on a dit, une transformation naturelle de R vers le composé SF. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque I ici, on a le phi de I est une application de R de I dans SF de I. Et de telle sorte que l'on ait une transformation naturelle. Donc ici, si on prend le R de F, le phi de J, et ici le S F, donc le S de F de F, c'est-à-dire donc le SF de F, eh bien, on a un carré commutatif. Donc voilà la différence. Alors qu'est-ce que ça veut dire comme différence? Eh bien, un F-phi qui va donc de R vers S, donc qui était, nous avons dit, une transformation naturelle de R vers SF. Quand on applique le foncteur limite de la catégorie des sets, on peut définir le foncteur limite de diagramme dans S. Donc on associe à R limite de R, à SF limite de SF, et on a une application, l'application limite limite de phi, puisque le foncteur limite est un foncteur, qui associe donc à chaque section ici, puisque nous avons dit un élément de limite de R, nous pouvons le voir comme une section de la catégorie associée. Donc ici, à chaque canette de R, un canette pour delta avec l'identité en bas, associe un canette ici. En d'autres termes, nous n'avons pas un P-canet, ce n'est pas la donnée d'un canet, mais d'une famille de canettes de FS qui ont la propriété, qui sont indexées d'une certaine façon, nommées à l'aide des canettes de R. Donc un P-canet, c'est se donner des noms qui sont donnés par le R, par la forme du P-canet, et à chaque R, on va associer un canet correspondant de FS. Voilà. Donc voilà la définition. Et évidemment, on voit quel est le rapport entre les deux. Eh bien, évidemment, un canet se ramène à un P-canet si on considère directement ici pour R le foncteur qui associe à valeur dans les singletons. Si j'associe à I, j'associe R de I, je prends que c'est un singleton, R de J, donc il n'y a une seule flèche d'un singleton vers un autre, et par conséquent, on voit ceci, ça revient simplement à... on a mis en biais la chose parce que ce sont des singletons, c'est-à-dire le R est réduit, est aplati. Et donc voilà la différence. Donc dans les P-canet, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant puisqu'on va pouvoir indexer non point uniquement par le delta, mais réellement par plusieurs, sur un même I, on peut associer plusieurs, on aura plusieurs AI qui vont être associés, donc on aura plusieurs canettes. Donc ça va permettre de faire, comme le montrera Alexandre, des exemples beaucoup plus généraux. 3 exemples d'application de P-canet pour que vous voyez en fait ce que ça apporte par rapport aux canettes. Alors le premier exemple en fait, voilà, c'est qu'on peut regarder en fait des objets musicaux
qui ont des cardinalités différentes. Ça, c'est un gros problème actuel en fait en théorie musicale, c'est de regarder en fait qu'est-ce qui se passe quand on a des objets dont des objets musicaux dont les constituants, le nombre de constituants varie en fait d'un point à un autre. Alors, à gauche, j'ai en fait un accord majeur sur Do, donc quelque chose d'assez classique, Do, Mi, Sol, voilà. Et à droite, j'ai un accord de septième majeur sur Mi, donc Mi, Sol dièse, Si, Ré. Pas septième de dominante. Oui, septième de dominante. C'est une erreur. Et alors, en fait, ce qu'on voit, en fait, c'est que cet accord de septième de dominante, en fait, il est construit sur un accord majeur qui est Mi, Sol dièse, Si, avec la septième qui est Ré. Mi, Sol dièse, Si, en fait, c'est la transposition de cet accord majeur par 4 demi-tons, en fait. Donc on sent qu'il y a une relation T4 entre les deux sous-parties. Donc, conceptuellement, en fait, on sent que, en fait, entre ces deux objets, il y a une sorte de diagramme qui part d'un point de départ qui est cet accord majeur et qui va vers cet accord de septième à l'autre bout et une transposition T4 entre les deux. Puis Moreno vous a montré plein d'exemples de canettes où en fait les sommets des diagrammes sont des notes uniques. Donc en fait on ne peut pas faire rentrer, ces deux accords-là dans les canettes habituelles. Donc comment on va faire? On va utiliser le formalisme des P-canettes qu'on va présenter comme ça en fait. Donc on a un diagramme, comme je l'ai dit, donc c'est une catégorie très simple en fait, c'est deux objets, un morphisme entre les deux. On va prendre le groupe TI, on pourrait prendre le groupe Z12, en l'occurrence c'est pas un problème. Groupe diédral. Le groupe diédral, voilà, le groupe des transpositions et des inversions. Et donc le foncteur en fait qui va du diagramme dans ce groupe-là, en fait, c'est le foncteur qui envoie les deux objets sur l'unique objet du groupe diédral et le morphisme sur la transposition T4. D'accord ? Donc le groupe diédral, lui, il agit sur Z12. Donc par abus de langage, je dis que Z12 c'est aussi l'ensemble des notes, en fait, modulo l'octave. Donc on a ce foncteur S qui définit en fait l'action du groupe diédral sur l'ensemble des notes. Et puis le foncteur R qui va du diagramme vers les ensembles, en fait, à X, on va lui associer un ensemble de trois éléments. À Y, on va lui associer un ensemble de 4 éléments. Donc on va en relier 3 par le morphisme, le dernier, il est ce qu'il est. Et la transformation naturelle, en fait, va servir en quelque sorte à nommer les éléments et à les relier entre eux par l'opération T4. On va envoyer les trois éléments de l'ensemble Rx sur Do Mi Sol, les 4 éléments de l'ensemble Ry sur Mi Sol dièse Si Ré, en prenant garde en fait que donc Do Mi Sol soit transposé par 4 demi-tons sur Mi Sol dièse Si. Et de cette manière-là, en fait, on relie les constituants des accords majeurs qu'il y a entre les deux objets qu'on avait au départ. Alors, moi j'aimerais m'attarder un petit peu sur ce diagramme qui en fait donc il a 4 parties en fait, si on regarde bien. Il a le diagramme d'un côté, donc delta, il a le groupe diédral ou Z12, ça dépend de ce que vous voulez, de l'autre côté. Vous avez le foncteur S et le foncteur R en fait. Et donc il y a 4 quadrants en fait, si vous voulez, et donc on peut les décomposer en 2 moitiés en fait. Conceptuellement déjà vous avez la moitié supérieure et la moitié inférieure. La moitié supérieure c'est vraiment le domaine des relations, c'est le domaine des transformations. Donc là on ne parle pas encore d'objets ou d'ensembles sur lesquels on applique ces transformations, c'est uniquement les transformations qu'on considère. Donc quand on regarde en théorie musicale, on a l'habitude de travailler avec des groupes, donc on est habitué à certaines transformations qui sont les inversions, les transpositions, vous en avez d'autres pour les rythmes, on verra après. Et vous avez ce diagramme à gauche qui en fait indique qu'il y a 2 choses qui sont reliées entre elles par une transformation. Pour l'instant ça reste relativement abstrait. Et en fait le foncteur F qui est entre les deux sert à nommer ces transformations, à leur donner en fait une interprétation dans un groupe ou, comme on le verra après, finalement dans n'importe quelle catégorie. Et puis la partie inférieure c'est les ensembles. C'est là où finalement se jouent vraiment les choses concrètement, en fait, où on va avoir les objets musicaux. Puis vous pouvez aussi diviser en fait ce grand diagramme en 2 parties, à gauche et à droite.
À droite, en fait, on a ce foncteur S. Donc vous avez le groupe diédral qui agit sur les notes. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu le contexte de l'analyse. C'est-à-dire on se place dans le contexte, ici, des notes modulo octave qui sont transformées par transposition et inversion. Et à gauche, vous avez nos objets musicaux. Donc on sait qu'on a, on a donné les relations entre elles, et puis on a donné effectivement ces objets musicaux qui sont transformés par ces relations. Et on va interpréter ces relations dans le contexte qu'on s'est donné par le foncteur S. On verra après, justement André vous présentera les détails mathématiques, et puis je représenterai des exemples après de qu'est-ce qui se passe quand on change de contexte. Et quand on fait une analyse dans un contexte donné, et puis qu'après on va changer l'analyse et qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans un autre contexte. Et ce qui est un peu intéressant en fait aussi là-dessus, c'est que quand par exemple Lewin fait une analyse, c'est-à-dire il prend le groupe diédral ou il prend le groupe Z12 et puis après il donne les notes, etc., il se place finalement uniquement dans le cadre de ce foncteur S, et il prend les notes, etc. En fait là on a ajouté des choses, si vous voulez, ça c'est vraiment le modèle en fait dans lequel on fait l'analyse, et là on a les vrais, je dirais presque, les vrais objets musicaux. Et vous voyez qu'en fait, tant qu'on n'a pas ni la transformation naturelle ni le foncteur F, on ne les a pas nommés, on ne leur a pas donné un sens dans un contexte donné. En fait, c'est vraiment la transformation naturelle qui va nommer ces objets et qui va permettre de faire cette analyse. Alors, un autre... Donc là, on a vu l'avantage en fait des pKnet pour avoir des transformations entre cardinalités différentes. Un autre exemple, en fait, c'est il y a des avantages aussi à considérer les pKnet par rapport aux knet sur des cas qui sont très très simples. Prenez, donc ça j'ai mon ensemble de notes, je regarde encore une fois les transpositions et les inversions, je prends la version I1 qui est représentée ici, donc elle inverse toutes les notes de part et d'autre. Et puis je prends un diagramme qui est vraiment très très simple, je prends un objet et un seul morphisme qui va de cet objet vers lui-même. Je simplifie un petit peu la notation, je lui ai donné un label, donc on suppose qu'il y a déjà le foncteur F entre les deux vers le groupe TI, d'accord? Et donc ce label en fait c'est I1, voilà. C'est un seul objet avec la transformation qui émerge. Vous n'avez aucun knet qui est possible avec ce diagramme parce que tout simplement x égale à 1 moins x, vous n'avez pas de solution dans Z12, d'accord? Par contre, si vous regardez des pKnet, vous pouvez en trouver des valides, justement parce que vous pouvez, dans votre ensemble R de X, considérer plusieurs objets. Et par exemple, dans ce cas-là, vous pouvez prendre Do, Do dièse, avec la transformation qui va de l'un à l'autre. Donc vous pouvez, en fait, vous avez beaucoup plus de généralité sur cet exemple-là que simplement dans le contexte des knet. Je crois que c'était un exemple qui était donné par Guérino aussi dans l'article avec Moreno. Et puis, l'autre exemple, en fait, c'est qu'on n'est pas obligé de se limiter uniquement au groupe. J'ai parlé du contexte dans lequel on fait l'analyse tout à l'heure, donc on avait le groupe diédral avec le foncteur S vers Z12. On n'est pas du tout obligé de se limiter au groupe pour faire cette analyse-là. Et là, en fait, c'est là où j'aimerais... Il y a une sorte de progression, en fait, si vous voulez, dans la manière dont on considère le contexte. Si vous regardez historiquement, en fait, ce que faisait Lewin, il était très... pratique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il partait des objets musicaux, puis il définissait sa fonction intervallique à partir de ça, et donc au final il voyait qu'il y avait un groupe. Mais finalement il partait des ensembles, il remontait au groupe. Puis finalement Coleman, et puis après je crois que c'est Fiore qui ont regardé là-dessus, ils ont dit, non, pardon, même avant ça en fait, on a vu qu'il y avait le groupe diédral et qu'il avait des actions. Donc là par contre on fonctionnait de manière inverse, c'est-à-dire qu'on partait du groupe et on donnait l'action sur les ensembles, d'accord? Et donc effectivement, voilà, Coleman et Fiore se sont aperçus que la définition de Lewin, Bouza, en fait, et Bouza aussi, oui, se sont aperçus que la définition de Lewin, en fait, revenait à avoir une action de groupe qui était simplement transitive. Et en termes catégoriels, on peut réinterpréter tout ça, en fait. Donc au lieu de donner un groupe et un ensemble et une action de groupe, on peut juste dire on a une catégorie et un foncteur vers les ensembles. Et dans le cas des groupes, une action simplement transitive, en fait, ça revient à dire le foncteur est représentable. Donc on peut tout réinterpréter de façon catégorielle. Et donc dans les pKnet, en fait, il n'y a rien qui nous oblige à utiliser des groupes, on peut utiliser n'importe quelle catégorie. Et j'aimerais citer un exemple, il reviendra à la fin. En fait, c'est pour analyser les timespan. Donc là, on sort du domaine des notes, on va partir dans le domaine des rythmes et des durées. Un timespan,
c'est une notion qui avait été donnée par Lewin, c'est un couple T-delta, avec T qui appartient à l'ensemble des réels, delta qui appartient à l'ensemble des réels strictement positifs, et qui représente en fait quelque chose qui commence à l'instant T dans la ligne du temps, et qui a une certaine durée delta. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer l'ensemble des timespans diadiques, parce que c'est relativement simple à manipuler. Donc je vais prendre uniquement T qui est dans les ensembles diadiques, comme ça, et delta qui appartient à... Oui, delta qui appartient à Z, en fait. Donc ça modélise en fait les durées type croche, noir, croche, double croche, etc. Voilà. Qui prennent leur début sur des temps qui sont aussi le temps, le demi-temps, etc. Et puis je vais considérer un monoïde, donc je dis bien un monoïde, pas un groupe, qui est celui-ci, en fait, avec la loi de multiplication qui est donnée ici. Alors en fait, moi j'aime bien écrire des exemples au tableau, en fait, Lewin avait donné un groupe qui agissait sur les timespans, donc qui était donné en fait par un groupe UV, avec U qui appartient à R, V qui appartient au réel strictement positif, donc ça devrait vous rappeler quelque chose. Et puis il donne l'action en fait de ce groupe-là sur les timespans, il dit UV, voilà, avec la loi de multiplication qui est donnée comme ça. C'est, il ne faut pas que je me trompe, c'est T plus delta U et delta V. Voilà. Donc en gros, il dit, si je prends un timespan et j'applique cet élément-là, en fait, je le déplace de U fois sa durée dans le temps, et je multiplie sa durée par V. Voilà. Donc moi, je fais un petit peu pareil ici, là-dessus, mais je considère que les timespans diadiques, et en plus, je considère que les transformations qui avancent dans le temps, pas celles-là qui reculent. C'est pas un problème parce que comme l'ensemble des timespans il est ordonné, vous pouvez toujours en fait les ordonner et puis après regarder les transformations dans le déroulement du temps. Donc ce monoïde là en fait il est généré par deux éléments qui sont donnés là et donc j'ai donné l'action sur S. Donc j'ai mon foncteur en fait de mon monoïde M sur l'ensemble, sur les ensembles. Et donc en fait je peux faire une analyse dans ce monoïde là. C'est-à-dire j'ai pris par exemple deux timespans, donc j'ai la durée de référence ici, donc 1, 1, 3,5. Donc là, c'est relativement simple, en fait, Rx et Ry, j'ai seulement deux objets, et je les envoie dans ce modèle-là, et la transformation qui nous intéresse, c'est celle qui, c'est 2,5, c'est-à-dire qu'il va avancer de 2 fois sa durée dans le temps, donc il se retrouve sur 3, et qui ensuite divise sa durée par 2. Donc je peux faire cette analyse-là dans ce modèle-là. Ce modèle-là, vous allez voir après, il va réapparaître. J'en dis pas plus, pour l'instant. Et donc je passe le relais à André, je crois. Voilà. Alors, maintenant, nous avons les pécanettes. Or, nous avons dit qu'un pécanette, c'est un morphisme de la catégorie des diagrammes à valeur dans les ensembles. Donc, comme on peut composer, si on a un morphisme de cette catégorie avec un autre, on a une composition, ça que j'ai indiqué tout à l'heure, on peut donc composer les pécanettes. Donc un pécanette arrive à être un morphisme d'une catégorie. Alors, puisque nous allons uniquement considérer des pécanettes ici, nous allons appeler PKN la catégorie diag7. La catégorie des diagrammes à valeur dans les ensembles sera appelée PKN. Et donc la composition, c'est celle que j'avais donnée tout à l'heure. De plus, nous avons dit que cette catégorie est en fait une deux catégories, avec la composition qui s'obtient en composant par en bas comme ça. Et on aura une autre catégorie de pécanettes, c'est la catégorie des pécanettes qui sont... Alors, ici, le pécanette arrive comme un morphisme. Ici, au contraire, nous avons le pécanette va arriver comme un objet. On ne prend que les pécanettes dont la forme R est donnée. Donc, on considère un pécanette de R vers un S et un pécanette de R vers un S', si il y a un pécanette ici, donc un morphisme entre les deux, sera un pécanette ici, tel que le composé de celui-ci avec celui-ci donne celui-ci, c'est-à-dire un triangle commutatif. Donc ça, c'est tout simplement la catégorie des pécanettes de forme R, c'est-à-dire la catégorie des objets de PKN au-dessous de R.
Attends, tout à l'heure, la forme, c'était un foncteur, non? Attends, oui, la forme est un foncteur. Ben là, R est un foncteur? R est un foncteur. D'accord. Oui, là c'est une représentation abrégée. Tu vois, le R qui était là devient uniquement R. Oui, d'accord. Le S, en abrégé, d'accord. c'est pour avoir justement une vision un peu simple. Donc, c'est ces deux catégories qui nous intéressent. Et alors, on peut se demander, parce qu'elles ont comme propriété ces catégories. Alors, évidemment, puisque PKN, nous avons dit, c'est la catégorie du diagramme de Hans, et que nous savons que Hans est complète et co-complète, le PKN, d'après les résultats de guitare par exemple, sera aussi complète et co-complète. Maintenant, et de plus, elles sont préservées par les colimites ou limites sont préservées par le foncteur de base, qui associe au PKNet sa base. Maintenant, la catégorie des PKN à valeur, enfin de forme R, PKNR, elle est aussi complète, parce qu'on sait que si on a une catégorie complète et co-complète, eh bien, enfin si elle est complète, on sait que la catégorie des objets au-dessous de l'objet est elle-même complète, et par contre cette catégorie, même si la première est co-complète, cette autre catégorie, on ne peut affirmer seulement qu'elle a des colimites inductives connexes. Bon, donc voilà, on connaît déjà sur les limites. Et en plus, on a une troisième propriété, c'est que PKN est cartésienne fermée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cartésienne fermée? Cartésienne fermée, ça veut dire, puisqu'elle est complète, il y a un foncteur produit, et que le foncteur produit par S pour chacun admet un coadjoint. Ça, c'est la définition de la catégorie. Alors, on se demande, qu'est-ce que c'est justement le coadjoint? Si on se donne S et S', qu'est-ce que sera le homme interne de S vers S'? Eh bien, il aura donc ça c'est un foncteur d'un certain n de SS' vers les sexes. Donc le n de SS', ça va être la sous-catégorie pleine des transformations naturelles entre foncteurs de C vers C, là il y a un C, vers C', dont les objets sont les foncteurs L, donc un foncteur L ici, le C vers C', tel qu'il existe au moins une transformation naturelle lambda de S vers L S'. C'est-à-dire, on considère uniquement les lambdas, ici, donc de L vers L', non, ici, les lambdas qui ont donc, on suppose que, si on prend les L, à L, on va lui associer l'ensemble de tous les lambdas, tel qu'on ait donc un PKNet, L lambda en L'. Ça, ce sera ce qu'on associera le foncteur homme, donc le foncteur homme interne associé à L, l'ensemble des lambdas qui donne quelque chose ici. Et comment est, si on a un taux ici, donc une transformation naturelle de L vers L', eh bien, on va associer à ce lambda, le S' taux composé avec lambda. Donc voilà comment est fait le homme interne. C'est assez intéressant de savoir que la catégorie est cartésienne fermée, puis ça permet de monter d'une certaine façon. Et bien voilà. Alors du coup, je reprends les exemples. Alors, premier exemple en fait, ça va être très très simple en fait. On prend le groupe Z12 qui agit sur Z12, l'ensemble Z12, par transposition de demi-ton. Donc on a un foncteur, de Z12 vers les ensembles, qui est vraiment très classique en fait. Et puis je prends un exemple ici, voilà, pour passer de Do à la dièse, vous êtes obligé de transposer 10 demi-tons. Seulement, vous pouvez en fait considérer aussi d'autres actions de Z12 sur les ensembles. Et là, je donne un autre exemple en violet. C'est que vous pouvez aussi regarder ce qui se passe quand vous transposez par carte. Si vous faites un cycle de carte, vous allez passer par toutes les notes. Par contre, l'action en fait est différente. Et donc, vous avez un autre foncteur qui est S' de Z12 vers les ensembles. Et cette fois-ci, pour passer de Do à la dièse, vous avez besoin de la transformation Q2 qu'en fait vous avez besoin que de transposer par deux cartes. D'accord ? Et donc en fait vous pouvez passer de l'un à l'autre. Il suffit de prendre les deux ensemble. Bon là il y a des notations différentes mais finalement c'est le même en fait. Avec S et S', les deux foncteurs tels que je les ai donnés avant.
le foncteur L, qui est en fait un automorphisme de Z12 qui à T associe Q5. Et puis vous pouvez vérifier que lambda, qui est l'identité entre les deux ensembles Z12, en fait, est bien une transformation naturelle. Et donc, de cette manière-là, vous avez un changement de contexte, et ça vous permet de transformer un pKnet qui est exprimé en transposition par demi-ton en un pKnet qui est exprimé en transposition par quarte. Évidemment, vous pouvez faire l'inverse. Si vous changez l'automorphisme qui est là-haut, si vous mettiez T qui est envoyé vers Q7, vous auriez les pKnet qui sont exprimés en transposition par quarte. Donc vous changez le contexte d'analyse de cette manière-là. Alors, un autre exemple. Bon, vous entendez, non? Voilà. Ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est donc un extrait du final de la sonate 58 de Chopin, où vous avez en fait une montée chromatique. Vous avez ce motif initial qui est donné en représentation simplifiée ici dans l'ensemble des notes de ce côté-là, et qui en fait à chaque moitié de mesure est transposé de 2 demi-tons. D'accord ? Donc là-dedans on sent en fait qu'il y a une espèce de relation entre le déroulement dans le temps en fait et le déroulement en fait dans les transpositions. Et donc on peut finalement représenter ça de manière assez simple. On a un foncteur du groupe cyclique infini vers les ensembles qui détermine en fait l'avancée par l'instant. D'accord ? On a aussi un foncteur un peu particulier qui donc prend uniquement le groupe des transpositions sur l'ensemble en fait des transpositions de cet accord. D'accord ? Donc c'est un foncteur qui est représentable et qui transpose cet accord initial par demi-ton. Et donc en fait on peut relier ce qui se passe dans le temps et ce qui se passe dans les notes en fait en considérant un diagramme. Bon là j'ai mis 5 objets mais on pourrait continuer autant que ça dure. Donc on considère ce diagramme et on considère le morphisme de pKnet suivant en fait qui associe à chaque déplacement dans le temps une transposition de demi-tons. Et puis avec la transformation naturelle qui est donnée ici. Et donc en fait on réinterprète la relation qu'il y a entre les rythmes et les accords dans ce passage de Chopin par le morphisme de pKnet L lambda qui est donné ici et qui permet d'exprimer cette relation-là. Alors, il faut regarder ici, on aura un autre exemple après à propos d'un théorème. Ici, en fait, vous avez lambda x égale 2x. En fait, n'importe quelle transformation naturelle qui est lambda x égale 2x plus p marcherait. Et en fait, qu'est-ce que ça exprime ? Ça exprime simplement le point de départ au temps t0 que vous avez dans votre modèle. En fait, si vous voulez, au temps t0, quelle est la transposition initiale de mon accord, et ensuite, comment il se déroule dans le temps. On verra en fait que ce résultat-là, lambda x égale 2x plus p, ou p, n'importe quel p en fait convient, en fait s'inscrit dans un théorème qui est un peu plus général sur les morphismes de pKnet. Je crois que c'est à vous, André, là-dessus. Voilà. Ah oui. Quel beau balai. Oui. Bon, alors on peut se poser la question, est-ce que si on a un pKnet, est-ce qu'on peut l'étendre d'une certaine façon ? Alors pour l'étendre, d'abord on va regarder si on se donne un foncteur S et un foncteur L, donc un foncteur S vers les ensembles et un foncteur L de C vers un certain C', est-ce qu'on peut construire toujours un pKnet ayant S pour forme et pour base L? Alors ça on peut toujours, c'est là l'extension de Kahn, c'est la théorie de l'extension de Kahn qui dit que, enfin en pKnet, ça revient à dire que parmi tous les pKnet de forme S et de base L, il y en a un initial, un pKnet initial. Donc, alors ici il y a la construction complète que je ne vais pas donner, je dirais simplement le cas, supposons que le C et le C' ce soient des groupes. Donc ici on aurait une seule fibre, ici une seule fibre. On peut voir que la fibre dans l'extension de Kahn, c'est un quotient du produit de la fibre ici M par le groupe C', donc j'ai pris des groupes, et donc en disant que deux éléments, un élément de ce produit c'est un couple de A et d'un G' qui vient du L de E ici, et on demande que A, G' soit équivalent à A', G seconde, s'il existe un G
tel que le A' soit égal à GA, et que ici, avec L de G et G seconde, on est égal à G'. Donc ça, c'est la construction dans le cas, ça c'est la construction générale, et ça c'était dans le cas des groupes, voilà ce que c'est. Maintenant, si on prend comme cas le fait que S soit représentable, donc qui est équivalent à un foncteur de la forme associée à un certain A, eh bien à ce moment-là, on a toujours un autre pk-net, L mu de S vers S', de support représentable, et qui va vers le homme de LA. Est-ce que c'est... quel est le lien entre ça? Alors évidemment, puisque l'extension de Kahn est l'initiale, a fortiori, on sait qu'il va y avoir une transformation naturelle, mais maintenant, si le groupe, si le C, donc la catégorie, est un groupoïde, alors le mu' est une équivalence, c'est-à-dire que l'extension de Kahn d'un foncteur représentable, mais où le C est un groupoïde, est aussi représentable. Et donc maintenant, on définit, donc on s'est intéressé à ça pour étendre un pk-net. Si on a un pk-net f phi ici, et un foncteur L ici, on prend l'extension de Kahn ici, le composé des deux, on appellera ça l'extension de Kahn, le long de L du pk-net. Ce qu'on avait ici, avec l'extension de Kahn, en fait, c'est que donc on se donne, donc on se donne un foncteur en fait d'une certaine catégorie vers les ensembles, et puis on a une autre catégorie ici, et on a un foncteur L, et on cherche en fait à savoir s'il existe un S' et une transformation naturelle ici, qui réalise en fait un morphisme de pk-net. Donc là, en fait, la donnée qu'on a là, c'est S et L, et on cherche à savoir s'il existe S'. Alors en fait, donc ça existe, puisque l'extension de Kahn est toujours possible. À présent, j'essaie de regarder, je ne peux pas vous donner en fait l'interprétation musicale de l'extension de Kahn. J'ai essayé de regarder un petit peu, c'est pas très très clair pour moi. Par contre, en fait, il existe un autre cas qui est intéressant d'un point de vue musical. En fait, c'est si vous connaissez vos deux catégories, vous connaissez vos deux foncteurs vers les ensembles ici. Donc tout ça c'est connu. Puis vous donnez un foncteur de L d'une certaine catégorie vers une autre, et vous voulez savoir si il existe une transformation naturelle qui permettrait dans ce cas-là d'avoir un morphisme de pk-net. Dans ce cas-là c'est un petit peu plus simple, on cherche juste à savoir s'il existe une transformation naturelle. De manière générale, en fait, c'est pas un problème simple. Il n'y a pas de solution évidente à ce problème-là. Mais dans certains cas, en fait, on peut arriver à trouver des solutions. Alors le premier cas, en fait, c'est le cas où le foncteur S est représentable ici. Et dans ce cas-là, on a un théorème qui est relativement simple à montrer, qui dit que si votre foncteur S est représentable, dans ce cas-là, il existe toujours au moins une transformation naturelle à ce niveau-là. Alors ça, c'est intéressant parce que on a vu tout à l'heure que les GIS de Lewin, en fait, c'était équivalent en fait à avoir un groupe et un foncteur représentable du groupe vers les ensembles. Donc ça veut dire que si vous travaillez dans les GIS, si vous vous donnez deux GIS, vous pouvez toujours trouver une transformation naturelle qui réalise un morphisme de pk-net. Donc ça veut dire aussi que si vous avez en quelque sorte une analyse qui est donnée par un pk-net, vous pouvez toujours la transformer, vous donner un nouveau contexte et regarder qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau contexte. Alors, un autre cas, et on va regarder ce qu'on appelle les isographies complètes. Un autre cas qui nous intéresse, en fait, c'est le cas où S n'est pas représentable. Alors, pourquoi, en fait, le morphisme de pk-net est intéressant? Simplement par définition de la transformation naturelle, si vous donnez... Oui, c'est ça. Si vous donnez deux objets dans G1, parce qu'on voit ici, on va travailler avec des groupes, mais finalement dans les catégories ça marche aussi, tels que en fait, leurs images, c'est-à-dire les vrais objets musicaux, sont reliés par une certaine transformation, par définition, les images de ces objets musicaux sont reliées par les images des transformations. Et ça, quelle que soit la transformation que vous avez prise au départ. Alors si vous vous souvenez, l'exemple qu'avait donné Moreno au départ, il avait deux canettes. Dans un cas, ils étaient en isographie positive, c'est ça ? Voilà.
Mais dans l'autre cas, si on changeait les transformations qu'on avait sur les objets, ben, on avait deux canettes qui étaient plus du tout en aucune relation. D'accord ? Donc ce qui est intéressant de voir en fait, c'est comment on peut transformer un canet pour avoir, quelle que soit la transformation qu'on utilise pour décrire les objets au départ, ben, un canet à l'arrivée qui respecte la transformation qu'on s'est donnée. Alors dans le groupe diédral, on peut faire le calcul, et en fait dans n'importe quel groupe diédral, donc vous n'êtes pas obligé de vous limiter au groupe TI qui agit sur l'ensemble des notes Z12, si par exemple vous pouvez prendre le groupe général qui sera D48 qui agit sur les 24 microtons par exemple, ça, vous pouvez aussi faire ça. Donc quel que soit le groupe diédral, on a un théorème qui dit, si vous donnez un automorphisme du groupe diédral, alors en fait bah, si n est pair là-dedans, bah, vous avez soit aucune, soit deux transformations naturelles du foncteur S vers le foncteur SL. Et si n est impair, vous en avez qu'une. Donc je ne vais pas faire la démonstration du théorème, c'est vraiment très très simple à montrer. Juste pour vous montrer l'application, en fait, bah on va prendre le groupe TI, donc on sait qu'il est isomorphe au groupe diédral D24, donc n est pair. On va prendre l'automorphisme de TI qui envoie bah, les transpositions sur les transpositions, c'est l'identité sur les transpositions, puis on va prendre cet automorphisme aussi qui envoie les inversions sur les inversions plus 2. Donc isographie positive. Qui est en fait voilà, une isographie positive, qui est en fait l'exemple de Moreno au départ, où le canet initial était ça, qui est aussi un p-canet finalement, puisque là on a des singletons. Et donc par application du théorème d'avant, en fait, il existe deux transformations naturelles, lambda de S vers SL, qui sont données par lambda x, enfin des applications en fait de Z12 dans Z12, lambda x égale x plus 7, et lambda x égale x plus 1. Et donc on obtient, en transformant en fait les notes qui sont là, deux nouveaux p-canets. Donc vous voyez qu'ils sont reliés par une isographie positive, puisque les transpositions sont laissées inchangées, et là les inversions sont les inversions plus 2. Et vous pouvez vérifier aussi que si vous aviez choisi des transpositions entre ces éléments-là, et ben dans ce cas-là, les transpositions seraient respectées. Par exemple ici, si bémol là, vous avez si bémol là, en fait c'est transposition par moins 1 demi-ton. D'accord ? Fa mi, transposition par moins 1 demi-ton. Donc là ça marche. Quelle que soit la transformation que vous utilisez pour décrire vos notes au départ, vous les retrouvez à la fin dans les nouveaux p-canets. Alors maintenant je vais aborder un autre point, en fait, c'est la relation qu'il y a entre les p-canets et les topoi. Voilà. Alors, on sait, bon c'est un résultat assez classique, si on a une petite catégorie, en fait la catégorie des préfaisceaux sur cette petite catégorie, c'est un topos. Donc ça, c'est un résultat assez connu. Donc si on a un objet qui a un objet A de cette catégorie, qui a un sous-objet d'un objet B de cette catégorie, on sait qu'il existe un morphisme caractéristique qui va vers le classificateur de sous-objet. Et en fait, j'ai représenté ce diagramme-là de cette façon-là parce que par rapport à notre notation avant pour les morphismes des p-canets, on s'aperçoit que ce morphisme caractéristique, on peut l'interpréter comme un morphisme de p-canets. Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Avant de passer à ça, en fait, ça consiste... On va se placer en fait dans une sorte de super contexte. Qu'est-ce qu'on avait avant? On avait un diagramme qui est envoyé dans une catégorie, et puis on disait, bon, on se place dans ce contexte-là pour regarder, pour interpréter, pour faire une analyse musicale, si vous voulez, en quelque sorte. Si on a donc un topos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici un sous-objet. Alors je vais l'appeler, pour faire ça. Je vais rajouter un sous-objet, donc ça va me définir un morphisme. En fait, c'est la même catégorie, c'est juste le foncteur qui va changer. Voilà. Donc ça, c'est le sous-objet. Et donc ça va me définir en fait un morphisme caractéristique ici. Qui va être qui de 1. Et donc en fait, comme c'est un morphisme de p-canet, ça veut dire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure que c'est un changement de contexte d'analyse, mais qui dépend en fait du sous-objet qu'on a considéré. C'est-à-dire qu'on va se placer dans un cas particulier, on va fixer un sous-objet, puis on va regarder comment notre analyse se transforme dans ce cadre par rapport à ce sous-objet-là. Donc c'est là où je reprends le monoïde que j'avais tout à l'heure, avec
donc le monoïde que j'avais exposé tout à l'heure avec la loi de multiplication. Donc comme c'est un monoïde, en fait, son classificateur de sous-objets est assez riche. Si c'était un groupe, ça serait relativement simple. Et comme c'est un monoïde, il est assez riche. Et donc on peut calculer, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment pas très compliqué. Donc on peut regarder en fait que le classificateur de sous-objets, c'est l'ensemble des nombres dyadiques positifs, plus un singleton qui correspond en fait à la valeur faux. En fait. Et il est équipé de l'accent des générateurs qui sont donnés ici, en fait. Je vous passe les calculs. Et donc je reprends mon exemple de tout à l'heure où j'avais deux timespans qui étaient donnés dans la ligne temporelle. L'ensemble de tous les timespans qui sont au-delà, par exemple de 9,5, quelle que soit la durée, c'est un sous-objet de l'ensemble des timespans dyadiques par rapport à ce monoïde-là. Donc là j'ai mes deux durées initiales. Et donc en fait ce sous-objet, voilà, qui sont tous les timespans qui sont là, me définit un morphisme caractéristique que j'appelle Ki 9,5. Voilà. Et par en fait, ce morphisme de pKnet, ben, j'obtiens, à partir de mon pKnet initial qui transformait donc cette durée par la transformation en fait, qui va du timespan 1 au timespan 2, ben, j'obtiens un nouveau pKnet avec ces valeurs-là, ça se calcule. Qu'est-ce que ça indique en fait? Ben, les valeurs qu'on a là en fait correspondent à la distance par rapport à 9,5 de chacun des timespans mesurés par rapport à leur durée propre. Par exemple, ce timespan-là, 3, 1,5, en fait, bah, il est à 1, 2, 3 distance du sous-objet 9,5. Donc c'est pour ça qu'on retrouve sa valeur ici. Et si on regarde, en fait, bah, l'objet 1,1 est en fait à une distance de 7,5 par rapport à ce sous-objet-là. En fait, on s'est fixé un sous-objet, c'est-à-dire on a dit, bon, on va regarder les timespans qui sont à telle distance de 9,5 en quelque sorte, et puis du coup, bah, on transforme la valise et on regarde, on obtient un pKnet qui est en fait un pKnet de distance par rapport à cette limite-là. Qui est une nouvelle manière de voir en fait les morphismes de pKnet. C'est relativement simple dans le cas de ce monoïde-là, ça serait intéressant de voir si on a des catégories plus compliquées et des classificateurs de sous-objets plus compliqués aussi, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue musical. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de isographie donc avec des canettes, d'isographie positive, négative, etc., mais toujours d'isographie. Alors, une question qui était assez naturelle et que nous nous sommes posées, bah, c'est de savoir est-ce qu'on peut définir plus généralement une notion d'homographie et qui soit une bonne notion dans le cadre des pKnet. Alors, pour cela, on remarque la chose suivante. Si je prends un pKnet, donc là, c'est un pKnet. Évidemment, il faut faire attention que mes dessins par rapport à ceux d'Alexandre ont la tête à l'envers. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. C'est un peu gênant, mais enfin bon. Donc ici, j'ai un pKnet. On voit que ce qui intervient vraiment dans le pKnet, on s'en fiche un peu de ce que va faire le foncteur S. En dehors, ce qui nous intéresse dans le pKnet, c'est évidemment les RIR de G et les images de phi, des phi de I et de phi de J. Donc, en fait, on va considérer au pKnet, on peut associer donc quelque chose qui prendra, donc qui sera une sous-partie du pKnet qui associera à R de I l'image par phi de I de S, donc ici, et à chacun on associe l'image. Donc on a un sous-foncteur de SF qui va être simplement à voir ici, qui ira uniquement dans cette zone-là et dans cette zone-là. Et alors qu'est-ce qu'on va définir comme pK homographie? Eh bien si on a deux pKnet, alors là j'ai enlevé le bas, donc j'ai un pKnet phi qui va de R vers SF et un phi prime qui va de R vers S prime F prime. Eh bien je vais dire que, donc nous venons de dire que nous avons un sous-foncteur SF phi, donc qui prend comme image uniquement la petite partie ici, et le phi donne une restriction à une restriction ici, phi restreint dans ce foncteur. Eh bien je dis qu'une pK homographie, ce sera la donnée d'un foncteur L de C vers C',
Donc ici, je n'ai pas, là je n'ai mis qu'un seul, des pk-net, mais ici, vous pensez, le foncteur N, il sera par là. Et donc, et d'une transformation naturelle mu de ce foncteur restriction de SF dans S', F', tel que on ait un triangle commutatif ici de transformation naturelle. Et donc, on dira que cette pk-homographie est en fait une pk-isographie si le L est un isomorphisme et le mu une équivalence. Alors, pk particuliers sont intéressants. Ben, évidemment, si on s'est déjà donné une transformation naturelle taux de SF vers S', où le F' est égal à Fn, eh bien, en prenant le L et la restriction de taux au sous-foncteur, on aura évidemment une pk-homographie. Et puis, on a les homographies complètes, les pk-homographies complètes. Si on s'est donné un pk-net de S vers S', alors à ce moment-là, le lambda F va donner une pk-homographie avec le L et le lambda F. Donc, on aura de cette façon-là des tas d'exemples, en particulier si tout pk-net est pk-homographe à son extension de Kahn le long de n'importe quel foncteur. Alors ça c'est juste un exemple rapide en fait pour montrer des exemples de pk-net qui sont homographes mais pas isographes. Donc j'ai pris un pk-net qui est là-haut très simple, donc deux objets, un morphisme. Le morphisme c'est l'inversion I1 donc qui passe ici, donc qui relie en fait ré dièse et la dièse de cette manière-là. Et puis on a un autre pk-net en dessous qui est avec un morphisme qui est I2. Bah, qui envoie Do dièse sur lui-même, puisque vous voyez que c'est un point fixe par I2. Donc ils sont reliés par l'automorphisme, qui est en fait donc le foncteur L qu'on regarde entre le groupe diédral et lui-même, qui envoie les inversions sur les inversions plus 1. Mais si vous regardez les restrictions en fait, de la transformation naturelle que vous avez entre eux, bah, elle n'est pas bijective, puisque en fait Do dièse, les deux Do dièse qu'on a dans nos deux ensembles séparés, si vous regardez les restrictions, c'est en fait un ensemble d'un seul point qui est Do dièse. Et donc cette transformation naturelle qui envoie ré dièse et la dièse sur un seul point n'est pas bijective. Donc en fait on a ici un cas de pk-net qui est homographe mais pas isographe. Un autre exemple très simple de pk-net qui serait homographe mais pas isographe, c'est, je reprends le tout premier exemple que j'avais, c'est des pk-net de cardinalité différentes. Vous avez des nombres de points qui sont différents entre vos différents ensembles dans le foncteur R. Et dans ce cas-là, en fait, bah, c'est clair que les transformations naturelles ne sont pas bijectives. Donc vous avez des homographies, mais pas des isographies. Mais vous pouvez avoir des homographies complètes. Quelles que soient les transformations qu'on a mises entre les objets, bah, vous les retrouvez à la fin dans les images des objets, enfin par les images des transformations. Voilà. Dernière apparition. C'est vous qui faites les exemples musicaux, je commence à comprendre la logique du ballet là. Oui. Oui, d'accord. Oui, il y a quand même. Ben oui, moi je ne connais pas du tout les exemples. Non, mais Justement, c'est ça qui a été intéressant dans le travail, c'est le fait que justement les notions catégoriques, Alexandre trouvait toujours des exemples des notions catégoriques. C'est ça qui a été intéressant. Normalement, dans le ballet, c'est l'homme qui porte la femme, et là, c'est la femme qui porte l'homme. Je pense que c'est les maths qui portent la musique ou la musique qui porte les maths. Bon, alors, nous avons parlé de pk-homographie entre pk-net. Naturellement, nous avons dit qu'un k-net est un pk-net particulier qui prend ses valeurs dans les singletons. Ben, évidemment, on a immédiatement, on sait ce que ça veut dire. Ben, dans ce cas-là, on considérera le phi astérisque qui est donc... puisque là, il faut imaginer le R aplati complètement, c'est juste le singleton. Donc on a l'application phi astérisque, l'application phi prime astérisque, et ce qu'on demande, c'est qu'entre l'image de phi astérisque et l'image de phi prime astérisque, il y ait une application mu ici, telle que le composé de phi astérisque par mu redonne le phi prime astérisque. Donc c'est exactement ce que donne une pk-homographie dans le cas des k-nets. Et si, pour qu'on ait une pk isographie, il va falloir que mu soit bijectif. Alors, je donnerai juste des cas particuliers. Si on considère deux pk-nets qui ont le même support, à ce moment-là, si on suppose que f égale f', ça veut dire que les foncteurs fs et f', sont égaux. Donc, dans ce cas-là, comme on a dit que deux pk-nets sont toujours
fortement isographe si si ce sont des éléments de la même limite projective, puisqu'on a dit la définition c'est qu'un canet c'est un élément de la limite projective de SF, donc à ce moment-là ils sont fortement isographes au sens de Lewin. Maintenant si le phi est surjectif, est injectif, à ce moment-là on aura toujours une pK-homographie qui est définie parce que, puisque phi est injective, le mu est entièrement déterminé par cette équation. Et ce sera une isographie si phi' astérisque est aussi injectif. Mais sinon, on peut très bien avoir que, que ce ne soit pas une pK isographie. Donc on voit bien, donc on a toujours une pK isographie si c'est injectif, mais ce n'est pas toujours une pK isographie. Là, il y a quelque chose qui va... cette pK homographie est une pK isographie si phi' astérisque est aussi injective, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on voit là encore des exemples où pK homographie donne quelque chose de plus. Et si ni phi astérisque ni phi' astérisque sont injectifs, eh bien on peut très bien avoir des pK homographes. Donc vraiment on a une généralisation, même dans le cas des canettes, de cette façon. Et enfin, dans le cas où c'est un groupe, à ce moment-là, on part toujours de deux canettes, donc avec le même support S, mais où S est associé à l'opération de C sur M sur le S de E, et à ce moment-là, eh bien, le canet est déterminé par une application phi. Bon, ça c'est la définition d'un canet. Eh bien, si elle est un automorphisme interne de C associé à un S, alors le cas est pK isographe au canet K', tel que on est phi' astérisque associé à I, G phi de I. Et la pK isographie étant L mu, où mu est cette application. Donc, eh bien, tous les exemples d'isographie positive, négative qui ont été donnés sont des cas particuliers de ça. Donc, on voit que la notion de pK homographie est vraiment plus générale et donne beaucoup d'exemples. Voilà, alors maintenant... Juste les mots de la fin et d'ouverture peut-être, hein, pour des conclusions et des perspectives. Comme je le disais, on est loin d'avoir une évaluation critique de ces outils. Là, vous avez vu un petit peu les contextes. Hein, on a essayé de généraliser un certain nombre d'approches qui sont donc typiques de la tradition transformationnelle post-set théorique, post-Forte, si vous voulez, donc un plan analyse de Lewin. Du coup, en fait, on retrouve des préoccupations qui sont propres vraiment au MAMU-Phi. Hein. Donc là, je reviens un petit peu, comme ça, on peut aussi ouvrir la discussion au-delà des aspects techniques, mais ça nous intéresse aussi d'avoir un peu d'évaluer un peu la portée, les implications philosophiques. Alors, on a pas mal parlé dans plusieurs séances des dualités entre objet et opératoire, et c'est clair, en fait, dans ces PKNet, on monte d'un niveau par rapport à ce qu'on voit déjà dans une approche paradigmatique, dans laquelle donc, on analyse une partition via des actions de groupe. Hein. L'idée, c'est d'avoir des classes d'équivalence modulant la transposition, modulant l'inversion, transposition-inversion, des applications affines, voire des permutations sur les structures intervalliques. Là, c'est les catalogues d'Estrada, hein, les 77 partitions de 12, qui servent comme support aussi pour l'analyse musicale. Donc, dans tous les cas, on a des approches donc, paradigmatiques dans lesquelles les groupes prennent une place prime en fait sous les objets. Donc cette dualité grangérienne entre l'objet et l'opération, hein, voire donc l'objet musical d'un point de vue en fait des opérations de groupe qui l'identifient. En fait, là, vous voyez un cadre dans lequel on monte hein, d'un cran, hein, je dirais. Donc l'objet musical devient un diagramme dans lequel on regarde que les transformations, finalement, on peut oublier les objets, on regarde que les transformations, parce que finalement, on s'intéresse aux transformations entre les transformations, c'est-à-dire à ces opérateurs, hein, entre crochets, qui sont des isographies, avec donc l'idée que c'est vraiment, on doit pouvoir composer les isographies. C'est pour ça qu'il y a des isographies positives, négatives, des cartes et des quintes, parce que c'est la seule possibilité pour pouvoir les composer et pour pouvoir donc voyager hein, à l'intérieur de ces diagrammes, avec donc un processus d'abstraction. Hein, et voilà, donc la question là qui se pose, c'est une question vraiment d'évidement de l'objet, hein, qui est typique en théorie des catégories, et qu'on voit ici un peu, disons, dans une lumière particulière
à travers les K-nets. Et donc avec les P-K-nets, justement, ça va au-delà, ça touche à des questions. Donc là, je cite Gilles Gaston Granger parce que finalement, on avait commencé, je pense, à réfléchir vraiment en termes de support cognitif à les systèmes évolutifs en mémoire. André nous a présenté tout au long de ces années des mammifères et des mammux, avec je dirais vraiment une passerelle, une aller-retour entre ce qu'on pourrait appeler les derniers Piaget, celui des morphismes et catégories des années 90, dans lesquels donc, on a vraiment une idée que les styles catégoriels touchent aux genèses des facultés cognitives. Donc, on est un plein modèle cognitif qui est donc d'ailleurs aussi un peu sous-jacent au système évolutif à mémoire, aux MENS, qui sont l'extension neuronale, ou plutôt l'application neuronale des SEM. Alors la question qu'on se pose là, c'est vraiment voyager entre ces trois, les modèles SEM, les K-nets traditionnels et cette abstraction fonctorielle des K-nets via comment on revient en fait après, comment on pourra revenir au SEM, si on pourra revenir, qu'est-ce qu'on gagne dans ces passages au fonctoriel dont vous avez vu quand même la portée d'un point de vue théorique, parce que ce qu'on gagne c'est énorme par rapport au cadre traditionnel dans lequel les isographies sont limitées, limitées en nombre, limitées déjà le fait qu'on ne peut pas comparer des accords qui ont des cardinalités différentes. Pourtant, on voit bien qu'il y a des relations entre les deux. Ça, c'était quelque chose, c'était vraiment une contrainte qui était une contrainte, disons, du système lui-même, des K-nets, de la théorie, qui donc a été justement mis en évidence par les P-K-nets. Ça touche à des questions de cognition parce que je ne suis pas rentré dans les détails de cette analyse de Lewin, mais si vous prenez l'ouvrage Musical Form and Transformation, il y a c'est l'analyse que Lewin fait du Klagerstück numéro 3 de Stockhausen, Klagerstück qui dure moins d'une minute, une analyse qui s'étend sur 120 pages, montre en fait vraiment une nouvelle dimension en fait, de l'analyse musicale par rapport à la cognition. On peut affiner l'écoute, on peut mettre en évidence les relations entre des formes de pentacores en travaillant en fait sous ces symétries, en développant en fait des exercices d'écoute qui répondent un petit peu à un agenda qui est plutôt est-ce qu'on peut arriver à écouter les transformations sous-jacentes plutôt qu'à la question est-ce qu'on les entend. Ça c'est vraiment quelque chose qui a motivé Lewin, c'est de dire si on s'arrête à la question est-ce qu'on les entend, est-ce qu'on entend que les deux choses sont en relation, ou est-ce qu'on on va pas très loin, mais est-ce qu'on peut les entendre si en fait on focalise l'attention sur certaines transformations. Alors cette dualité do you hear it, can you hear it, en fait a eu une réponse récemment, c'est pour ça que je le montre. Yes we can, on peut effectivement, et c'est un protocole de psychologie expérimentale établi par Steve McAdams qui montre en fait avec un petit bémol qui dit qu'en fait que ça marche uniquement pour les musiciens atonally well trained qui ont un background d'analyse et d'écoute de la musique atonale, mais qui montre en fait tout le travail qu'on peut faire au niveau de l'écoute analytique. Alors on attend maintenant de pouvoir appliquer cette même méthodologie au K-nets pour évaluer aussi la portée cognitive et perceptive et au K-nets et au P-K-nets pour évaluer donc cette portée cognitive et perceptive d'un cadre catégoriel, outre au cas particulier qui a été fait ici sur notre demande, plutôt pour pouvoir aussi avoir des éléments un peu probatoires de ce type d'approche par rapport à la perception, à ce qui se passe au niveau perceptif d'un processus d'écoute de la pièce. Et je pense que avec ça, on peut vous remercier.